La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi et surtout le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée, et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil, un ensemble de procédés informels incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique. Bonjour à vous, Léa et Jade, et bienvenue sur Contrôle Technique. J'espère que ça va déjà. Ça va super, et toi? En pleine forme. Écoute, moi ça va. Je m'en sors bien. Donc on est là aujourd'hui pour parler de votre mémoire, patrimoine, temps et espace, que vous avez fait en histoire des techniques. Donc globalement, dites-moi si je me trompe, mais si je devais un peu résumer la problématique de votre mémoire, c'est comment le concept de patrimoine s'est forgé et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au lien entre le monument et le temps et l'espace au travers des époques. C'est à peu près ça, vous le diriez comme ça? J'aurais peut-être plus dit entre l'homme, le temps et l'espace. Ok. Mais oui, à travers le monument et donc nos pratiques patrimoniales, la manière dont on traite ce patrimoine et les monuments historiques. Ok, super. Et du coup, moi je me demandais, c'était quoi votre a priori sur le sujet avant de commencer ce travail avec ça? On était un peu intrigués par l'ambiguïté qu'il y avait entre notre manière obsessionnelle de conserver le patrimoine, de le restaurer toujours à l'identique, de ne pas y toucher, de le mettre un peu sous cloche, et pour conserver en quelque sorte notre culture et notre patrimoine, et la manière dont l'architecture se faisait aujourd'hui, donc sans aucun lien avec le contexte culturel local, etc. Donc on a voulu un peu s'intéresser à la manière dont l'homme, à travers les époques, a traité le patrimoine et son rapport au monument historique, le rôle du monument aussi à travers l'histoire, et ce que cela pouvait dire de nous à travers l'histoire et aussi aujourd'hui. Tu utilises le terme mettre sous cloche, vous l'aviez un peu remarqué dans la vie de tous les jours ou... De manière plus personnelle, on est toutes les deux très amatrices d'histoire et de tourisme culturel, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'on voit qu'on essaye de ne pas y toucher, de garder vraiment à l'identique tout ce qu'il y a. Et s'il y a quelque chose qui va disparaître, on essaye direct d'essayer de tout protéger. Donc c'est plus un constat global de ça, parce qu'on a l'habitude de visiter, etc. Ok, d'accord. Si ça vous va, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Question un peu simple, naïve, c'est quoi en fait la différence entre un monument et un patrimoine? Parce que c'est pas forcément une différence qui est faite dans la vie de tous les jours par tout le monde. Donc déjà, on peut dire que c'est deux époques assez différentes. Donc la période où on appelle les bâtiments des monuments et la période où on les appelle du patrimoine, même si aujourd'hui on fait un peu la distinction facile. Non, justement, on fait de l'amalgame facile entre les deux. Et le patrimoine, je dirais que c'est beaucoup plus récent et c'est plus une construction politique, identitaire, de vraiment, on avait besoin de donner un nom à justement ce qu'on protégeait et ce qu'on restaurait avec autant de ferveur actuellement, entre guillemets. Alors que le monument, en fait, c'est beaucoup plus historique et ancestral que ça. C'est vraiment les premiers bâtiments qu'on a transmis, en fait, aux générations d'après. Mais ça pouvait être des choses très minimes, ça pouvait être juste des cipes. Donc, des cipes, c'est des monuments mortuaires, en fait. Donc, ça peut juste être des petites plaques en pierre ou juste des choses comme ça. Et ça pouvait aller jusqu'à des chapelles, donc des choses un peu plus grandes, et même des bâtiments beaucoup plus énormes où on inscrivait on appelle ça des messages, donc c'est ce que Régis Debray décrit comme les monuments messages. Okay. C'est vraiment ces bâtiments où leur seule fonction, c'est de transmettre, à une personne future ou juste une personne virtuelle qui va juste passer, qui existe ou qui n'existera pas, on n'en sait rien en fait. Et on a juste la volonté de transmettre quelque chose, donc soit la vie d'une personne importante, un héros, ou juste quelque chose où on se dit les générations futures en auront besoin, donc on veut leur transmettre. Donc c'est vraiment cette distinction-là qui est forte et qui, au fil de l'histoire, évolue pour devenir le patrimoine qui a plus du tout cette valeur-là. Aujourd'hui, quand on regarde un monument, c'est pas vraiment... on cherche pas un message, on cherche juste, comme on en parlera, je pense, plus tard, la volonté historique ou l'art, etc. Mais on reviendra dessus, je pense, mais voilà, c'est ça la distinction.
Ok, d'accord, oui, c'est ça, mais qu'on voit clairement qu'on parle de deux choses distinctes parce que, oui, c'est vrai que c'est pas mal amalgamé dans le langage courant. Mais donc, oui, il y aurait une différence de temporalité déjà un peu entre les deux et de sens, de rôle, j'imagine, dans la société. Mais du coup, c'est ça, on va un peu détailler ça au fur et à mesure. Mais donc, du coup, si on s'attelle d'abord au monument, si on veut être un peu dans l'ordre chronologique des choses, entre guillemets, je sais pas, ça prend quelle forme à l'Antiquité, par exemple donc, tu parlais des monuments messages. Donc, ouais, comme je disais, ça commence vraiment avant. Donc, André Leroi-Gourhan, par exemple, il dit que la première sacralité, c'est vraiment justement dans les monuments dont je parlais, les bâtiments avant, quand les hommes commençaient à se sédentariser, c'était surtout des bâtiments pratiques. En fait, c'était juste pour se protéger du froid, pour être confortable, tout simplement. Et à partir du moment où on essaye vraiment de conserver quelque chose, ça devient vraiment quelque chose de sacré. D'accord. C'est que vraiment, on a volonté de passer justement aux générations futures quelque chose. Et à l'Antiquité, du coup, ça prend d'autres formes, mais en fait, vu que les civilisations sont beaucoup plus installées, que ça prend presque des formes d'État, même si c'est des cités-États, c'est pas vraiment la définition qu'on met aujourd'hui, mais ça prend presque cette forme-là. Et du coup, c'est sur juste des proportions beaucoup plus grosses. On essaye de vraiment passer des messages qui sont plus institutionnalisés, qu'on essaye d'être un peu tous les mêmes, pareils, etc. Mais oui, on peut dire que ça commence dès la préhistoire et même avant l'Antiquité. Mais c'est l'Antiquité, je pense qu'on a les plus grosses traces encore aujourd'hui de monuments. Donc c'est ça, pour essayer de... En fait, moi, j'essaie de me situer un peu dans le temps. Donc, il y a une question avec le monument de transmission, justement, dans le temps, qui vient avec la possibilité déjà technique d'avoir un bâtiment qui se tient sur le temps. Donc oui, on peut penser à l'Antiquité, mais après, moi, je me demande un peu comment ça évolue, ça, ce bâtiment, en fait, au fil du temps, justement. Comment ça évolue dans sa technicité, tu veux dire Et du coup, dans son rôle, c'est un peu les deux, justement. En fait, après, je pense qu'il y a plusieurs aussi notions de temporalité. Parce que forcément, quand tu construis en bois, même si tu mets des messages dessus, t'as quand même l'intuition que ça va durer moins longtemps. Donc ce sera vraiment un message à une génération très très proche. Okay. Alors que si tu construis en pierre, t'as quand même la volonté d'avoir justement cette écriture granitique-là qui va rester sur beaucoup plus de générations. Donc je pense qu'il y a aussi cette... la dureté du support, entre guillemets, elle est un peu liée à la durée dans laquelle on veut le faire vivre, le message. Ok. Oui, ok, carrément. si, ça fait carrément sens. Oui, voilà, il y a une question de matérialité par rapport à ça et de lien entre... dans le contexte, on est sur un podcast qui parle de la technique, c'est vraiment... c'est un lien assez clair entre la technique et là, en l'occurrence, le message qu'on va faire passer et la durée qu'on veut lui donner. Dans votre travail, vous parlez justement de différentes évolutions techniques qui ont pu... transformer justement le rôle de monument. C'est là où un peu je voulais en venir avec ma question, mais je n'ai pas su le poser correctement. Oui, c'est ça. Notamment, vous parlez de l'imprimerie qui change le rôle du monument. Ce qui dit comme ça n'a peut-être aucun sens pour quelqu'un qui ne sait pas, mais je ne sais pas si tu pourrais un peu clarifier. Du coup, justement, comme je disais, le message, il dépend du support, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur Régis Debray, mais c'est vraiment ce concept qui parle de médiasphère. Donc, juste pour définir un peu, la médiasphère, c'est vraiment l'univers dans lequel se transmettent les idées sur un support donné, ce support qui est appelé mnémotechnique. Et du coup, une fois que l'imprimerie arrive, le bâtiment, il perd de sa puissance, entre guillemets, parce que c'est plus aussi pratique de transmettre avec le monument qu'avec l'imprimerie. Parce qu'avec l'imprimerie, on peut transmettre très facilement à beaucoup de personnes, et surtout un message universel, standardisé. Tout le monde va avoir le même, en fait. Alors qu'avec le monument, c'était chaque village qui avait sa chapelle avec son frontispice, qui disait quelque chose de différent. Souvent, c'était une interprétation de la Bible, mais c'était toujours quelque chose d'un peu différent. Et justement, comme je parlais de l'écriture granitique, c'est vraiment ça, on passe de l'écriture granitique à l'âge... vraiment de l'imprimer et de toutes ces facilités d'accès, justement avec le papier où avant, fallait vraiment des copistes, c'était enluminé, c'était vraiment 1 an pour faire une Bible, donc c'est vraiment énorme. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus facile d'accès et justement, même si on peut dire que c'est beaucoup plus volage le papier, au final, on rend compte que ça dure beaucoup plus longtemps
parce qu'on peut le faire à beaucoup plus d'exemplaires. Ok. Ok, d'accord. Oui, bah c'est ça. Ouais, donc en fait, on revient à fond dans cette idée technique qui détermine complètement le rôle, en l'occurrence là, du monument. Et oui, avec le concept de médiasphère qui est vraiment crucial dans ce mémoire. Donc je suis content qu'on ait pu l'aborder à ce moment-là. Si on pense à cette image du monument telle que tu l'as décrit pour l'instant, ce serait quoi alors à ce moment-là du coup de l'histoire évidemment parce que c'est lié à un moment historique assez précis, le lien avec justement l'homme, l'espace et le temps, les trois un peu trois critères qu'on regarde un peu dans ce travail. À l'époque où du coup le monument avait vraiment ce pouvoir de transmettre des messages, donc avant Gutenberg, avant entre guillemets la démocratisation de l'imprimerie, ça représentait en fait un rapport toujours constant au passé. Donc je sais pas si c'est le moment de décrire l'origine d'historicité, mais on peut le faire à ce moment-là. Si, carrément. Mais donc c'est un concept d'Hartog qui explique qu'en fait chaque temps entre guillemets pour l'homme est un rapport différent à sa temporalité. Je sais pas si c'est très très clair dit comme ça, mais c'est du coup par exemple pour expliquer le passéisme qui est un exemple de régime d'historicité, c'est que l'homme pendant cette période-là, il se référait tout le temps au passé. En fait, le passé, il était porteur de sens pour lui et c'est là qu'il trouvait les réponses entre guillemets pour éclairer son avenir et son présent. Et justement, quand le monument, c'est un monument message, on est exactement pile là-dedans, parce que justement, il vit qu'à travers les messages que lui ont passé ses ascendants. J'ai trouvé le mot. Mais c'est vraiment là-dedans. Et justement, comme l'écriture granitique, c'est vraiment un endroit précis, à une place précise, l'espace, il est très clair. C'est vraiment l'espace local. Même les matériaux, ils viennent de peut-être juste la ville d'à côté. C'est vraiment des artisans locaux qui vont construire le bâtiment. C'est des sculpteurs locaux qui vont sculpter le frontispice. Et après, c'est le prêtre de la paroisse qui va interpréter le message pour tout le monde. Donc c'est vraiment le temps et l'espace, c'est ce rapport-là à l'homme à ce moment-là. C'est vraiment se rapporter toujours au passé. Donc là, on est d'accord, tu parlais d'avant l'imprimerie en soi. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on change de régime d'historicité après le développement de l'imprimerie ou c'est relativement la même chose? Donc avec la Renaissance, du coup, qui suit totalement l'imprimerie, parce que justement, l'humanisme se développe juste à ce moment-là et il peut avoir une plus grande portée. Oui. Mais on reste toujours quand même sur un régime assez passéiste parce que justement, le passé, c'est à ça qu'on revient tout le temps. Et même quand on veut faire quelque chose de nouveau, en fait, on se mesure au passé et on veut le dépasser à chaque fois. Donc, je dirais qu'au niveau du régime d'historicité, c'est à peu près la même chose. Mais par contre, le monument, il change quand même totalement de valeur à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il ne peut plus transmettre le message, comme je disais tout à l'heure, c'est plus pratique, etc. Donc, le monument, il a d'autres valeurs. Donc, d'abord artistique, et ensuite historique aussi. Mais c'est vraiment cette volonté des artistes de dépasser ce qui a été fait avant et de faire quelque chose de toujours plus beau, de faire quelque chose de toujours plus représentatif d'une époque où l'homme il devient créateur. En fait, c'est plus la créature de Dieu, c'est vraiment lui qui crée l'art en fait. Donc c'est vraiment là que le monument il se place dans cette valeur artistique là. Et entre guillemets, c'est pas qu'il veut plus transmettre un message, mais c'est que le message il est différent, on va dire. Je sais pas si c'est très clair, mais. Merci, c'est carrément. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, c'est vrai que, quitte à caricaturer un peu en dramatisant, mais j'imagine que les choses changent. Donc là, on parle de la Renaissance, mais en avançant un peu dans le temps. Quand on regarde aujourd'hui le sens du monument, c'est pas du tout la même chose. On se retrouve pas du tout dans ce message de la Renaissance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Donc déjà, c'est un processus qui est assez long et il y a plein d'événements qui font que ça a bougé.
Mais ce qu'on a essayé de montrer dans notre mémoire et les moments les plus importants qu'on a un peu choisis, c'est d'abord la Révolution française. Ok. Parce que justement, c'est la création de ce qu'on entend comme patrimoine aujourd'hui, de vraiment la fonction, au-delà d'avoir une fonction historique et artistique, le monument, il a aussi une fonction identitaire, qui est de vraiment forger une nouvelle histoire nationale, forger un nouveau manière de se dire oui, on est français, mais d'une nouvelle manière. Et la Révolution, elle est aussi intéressante dans le sens, en ce rapport au temps toujours, c'est on passe d'un régime passéiste, justement, où on voit toujours le passé comme horizon pour éclairer l'avenir, à un futurisme, du coup, qui est un peu l'inverse, où le passé, en fait, il devient plus du tout porteur de sens, on s'y réfère plus du tout, parce que y a eu tout l'Ancien Régime, toutes ces histoires de privilèges, etc., qui sont complètement balayées à la Révolution, et on veut voir le futur comme horizon de tout ce qu'on fait. Donc on fait plus les choses pour vraiment rendre au passé le passé, on va dire, mais pour l'avenir, en fait. Donc c'est vraiment, si le rapport à l'espace il change pas beaucoup à ce moment-là, le rapport au temps, par contre, il devient totalement différent. Et c'est encore plus amplifié, du coup, par l'industrialisation après, qui voit l'avènement de tout l'idée de progrès technique. Donc cette idée qu'on va toujours vers le mieux et qu'on trouvera toujours quelque chose qui nous amènera vers un temps meilleur, un temps plus lumineux, etc. En rajoutant, du coup, un nouveau rapport à l'espace qui est... les frontières sont beaucoup plus ouvertes, on peut voyager plus rapidement, etc. Mais on en parlera plus avec Léa qui continue ça avec la mondialisation encore plus fort. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue dans le rapport à l'homme au temps à ce moment-là. Et du coup, le monument suit ça en ayant de nouvelles valeurs, justement, parce qu'il écrit, entre guillemets, de nouveaux messages pour l'avenir. Tu parlais de l'industrialisation et de la mondialisation qui sont deux points assez énormes dans votre travail. Donc je pense que ça mérite aussi de détailler un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, je peux continuer si vous voulez. Donc effectivement, à la mondialisation, le rôle du monument va encore une fois être modifié. Donc par plusieurs facteurs. D'abord avec la mondialisation, on voit le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc le développement d'Internet et de l'informatique plus généralement, qui va vraiment donner aux utilisateurs un accès à une source de données infinie, et notamment aux monuments historiques. Donc les monuments sont rendus beaucoup plus accessibles et diffusés au monde entier. On peut, même aujourd'hui avec des technologies plus poussées, telles que par exemple, je sais pas, la réalité virtuelle, visiter virtuellement un monument à distance en ayant vraiment l'impression d'être immergé dans ce monument. Donc il n'y a même plus de rapport entre le visiteur et la matérialité du bâtiment. Comme si ce qui comptait, c'était même plus cette valeur d'ancienneté, mais plus ce que le monument représentait, en fait. Et puis aussi le développement des modes de transport, dont l'aviation, qui va énormément se développer depuis la fin du XXe siècle, qui va avec une croissance aussi du tourisme mondial, étant donné qu'on peut se déplacer plus vite et plus loin. On voit un nombre croissant de visiteurs dans les monuments historiques du monde entier. Donc ça se symbolise aussi par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Donc la convention, je ne sais plus, est signée, il me semble, en 1972. Et ça instaure vraiment l'idée d'une civilisation mondiale où les monuments historiques deviennent un bien commun et donc, n'appartiennent plus finalement à une culture locale singulière qui serait définie par un espace, etc. Donc le monument ne peut plus avoir ce rôle identitaire auquel on s'identifie, puisqu'en appartenant finalement à tout le monde, il appartient plus à personne. Donc voilà, il a un nouveau rôle qui s'explique aussi par d'autres facteurs, l'industrie culturelle, je ne sais pas si on reviendra dessus plus tard.
Mais voilà. Bah ça, on peut détailler aussi Ouais. parce que le terme d'industrie culturelle, déjà, est aussi hyper fort. C'est un truc assez nouveau et qui émerge de plein de nouveautés techniques et technologiques. Mais en soi, l'industrie culturelle, c'est. Enfin, typiquement, si on parle du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en plein dedans, on est d'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Et ça vient aussi d'une nouvelle conception de la culture qu'on a depuis les années 60 à peu près. Mhm. Étant donné que l'homme a plus de temps à consacrer à ses loisirs, avec le machinisme qui le libère d'un travail chronophage, Ouais. il y a une culture de masse qui va se développer. On se rend compte que l'art, la culture et le loisir vont finalement être confondus. Une réelle industrie culturelle se met donc en place. Et l'impact de cette industrie culturelle sur le monument, c'est que ça génère énormément d'argent, les monuments historiques, et ça devient presque le nouveau moteur de la restauration et de la conservation. Ok. La valeur d'ancienneté, finalement, n'a plus vraiment d'importance. On va restaurer les monuments pour les rendre déjà plus adaptés à un flux plus important. Mais on va pas hésiter non plus à venir les dénaturer, comme par exemple la flèche de la basilique Saint-Denis, Ah oui. qui a été détruite, il me semble, en 1830 par un orage, par la foudre. Et puis on est actuellement en train de la reconstruire à l'identique, mais donc telle qu'elle était il y a 200 ans. Ouais. Et les motivations, c'est pour un gain potentiel de visiteurs pendant les JO 2024. C'est fou, ça. Donc oui, ça c'est fou. Oui, ça, c'est qu'au final, on essaie de revenir sur une histoire du monument qui certes était vrai à un moment donné, mais qui ne l'était plus pendant 200 ans, et on essaie d'effacer du coup une partie de son histoire Oui. selon ce qui nous arrange, mais du coup, pourquoi ils font ça? C'est justement parce que pour le public, ce sera plus simple à comprendre, entre guillemets, un monument comme ça, parfait, entre guillemets. Oui, je pense qu'il y a une dimension esthétique et puis aussi on en parle de ce chantier, donc peut-être que les touristes vont avoir envie de voir cette nouvelle flèche pour voir comment elle a été mise en œuvre, Oui. etc. Enfin, voilà, on essaye en fait de le rendre plus attractif en mettant la valeur d'ancienneté de côté. Debray parle d'ailleurs de Disneylandisation de la culture. Ouais, ok. C'est assez clair, ouais. Pour lui, les monuments historiques sont comparables à des parcs d'attractions où on vient juste consommer ce patrimoine et la relation au passé n'a plus vraiment d'importance. On est presque plus dans une fascination de ce qu'ont pu faire les bâtisseurs avant et on vient juste profiter, passer un moment et finalement le monument historique est en quelque sorte réduit au rang d'objet de consommation. Là, ce qu'on décrit justement, c'est un des aspects du patrimoine. C'est cet aspect de culture de masse un peu qui perd complètement son enracinement avec Oui, c'est ça, tout à avec fait, l'histoire. ouais. Mais en même temps, en essayant de mettre en avant cet enracinement, mais sans. Enfin, C'est un peu paradoxal, oui. Mhm. Puisque je ne sais pas si on peut aussi passer au régime d'historicité. on en a parlé tout à l'heure, donc Ouais, oui, c'est clair qu'on peut. avec ce nouveau rôle qui est donné aux monuments historiques. On constate aussi qu'il y a de plus en plus de monuments qui sont préservés, conservés. Il me semble qu'il y en a un peu plus de 500 par an qui rentrent sur la liste des monuments classés. Mhm. Et les techniques de recensement, d'inscription sur la liste des monuments historiques ne sont plus du tout les mêmes. Ouais. Avant, il y avait vraiment une réelle sélection sur des critères très stricts, etc. Aujourd'hui, on est plus sur un recensement à la parcelle où tout ce qui est un peu daté, qui peut faire office de monument, devient un monument historique. Ok. Et puis même en termes de délai, en fait, on peut classer un monument dit monument historique à partir, il me semble, de la mort de l'architecte. Si l'architecte qui a construit le bâtiment est décédé, on peut considérer son bâtiment comme un monument historique. D'accord. Ouais, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est plus la question du lien du bâtiment avec son temps ni son lieu, c'est vraiment par rapport au créateur. En l'occurrence, il est mort, donc on peut maintenant célébrer son travail. C'est ça. Ok. Et du coup, on a un patrimoine qui se rapproche de plus en plus du présent. On veut
tout mettre sous cloche, tout conserver. Hartog parle d'un... Respecte François, s'il te plaît. Pardon, François. D'un présent omniprésent. Wow. En plus, il écrit des belles phrases. Un présent qui s'historise lui-même. L'exemple le plus parlant, peut-être, c'est au lendemain de la chute du mur de Berlin. Les débris ont, dès le lendemain, donc, été mis dans des musées et même vendus sur le marché. Donc là, on a les deux à la fois, la marchandisation et la muséification du patrimoine. Donc c'est assez fou. On est déjà dans le présent en train de préparer le musée de demain en archivant aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Donc on construit au présent en pensant à ce que ça peut signifier ensuite pour l'avenir, en disant ouais, ça ce sera fort. On essaye de se rendre compte dans le présent de ce qui... On mise sur une future valeur. Oui, on mise, c'est ça, oui, carrément. Oui, c'est ça, parce que je pense que j'avais même lu que c'était ce que vous disiez à un moment donné dans votre mémoire, qu'à partir de 1960, on pouvait commencer à classer des monuments de 1960 comme monuments historiques, justement. Ce qui est vraiment... Enfin, bon, l'exemple du mur de Berlin est très bien aussi, mais on se rend compte du présent instantané de la muséification, quoi. C'est vrai que c'est assez fou, quand même. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je voulais pas t'interrompre, en fait. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière. Qu'est-ce que ça dit sur le rapport de l'homme au temps et à l'espace. Ouais. Est-ce qu'il fait ça, justement... est-ce qu'on fait ça parce qu'on a peur d'oublier, peur de ne plus exister, donc on a envie d'archiver déjà notre présent en misant sur demain. Est-ce que c'est aussi... est-ce qu'on a peur de plus pouvoir construire de cette manière? C'est des questions qui se posent, auxquelles on essaie de répondre. Ouais. Et voilà, on voit que l'homme essaye de se rapprocher du patrimoine pour se forger une identité, étant donné que, voilà, avec la mondialisation, on est au temps de l'instantanéité, où l'espace est étendu, etc. Mais c'est paradoxal, puisque le monument est lui aussi destitué du lieu, donc de l'espace et du temps. Oui. Donc, on arrive un peu dans un paradoxe. Oui, carrément. Et du coup, ça veut dire que, si j'essaie de suivre par rapport au régime d'historicité qu'on mentionnait tout à l'heure, là, on serait dans quoi? C'est quoi? C'est une sorte de présentisme par rapport à l'instantanéité ou... Ouais, c'est pile là-dedans. C'est vraiment... c'est ça qui change aussi entre l'industrialisation et la mondialisation. C'est ça qu'il ne faut pas forcément tout confondre. C'est, comme je disais, l'idée de progrès, c'est vraiment penser au futur. Alors qu'à mondialisation, en fait, on pense vraiment plus qu'à l'instant. Donc c'est vraiment ce présentisme... Hartog dit c'est presque un présentisme plein, parce qu'on pourra comme jamais en sortir. C'est le serpent qui se mord la queue indéfiniment et qui finit par se bouffer lui-même, entre guillemets. Et on est vraiment dans ce présentisme-là où la seule horizon, c'est le présent lui-même. Oui, qu'est-ce que ça veut dire un peu de nos sociétés? Parce que si notre repère, c'est nous-mêmes à l'instant T, c'est qu'on n'en a plus vraiment de repère comparé à justement des régimes d'historicité passéistes où là le repère est assez clair, on le connaît, on l'a vécu. Futuriste, justement, il y a cette notion un peu d'espoir à la limite. Le présentisme, on n'a aucun des deux, on n'a ni le repère du passé ni l'espoir du futur. C'est un peu sombre en vrai, non? Un peu. Oui, ce présentisme est un peu témoin de la crise du temps, en fait. Oh, waouh. Oui, c'est des termes importants, la crise du temps, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est un autre auteur, c'est Rosa qui le dit. Et cette crise du temps-là, c'est pile ce qu'on dit sur le présentisme. C'est vraiment... on sait même plus où on va, en fait. Et c'est ce qu'on a voulu questionner, du coup, à la fin de notre mémoire, dans la 3e partie, où on parle vraiment de comment on fait l'architecture maintenant. Ouais. Et justement, en ce rapport-là au présent, et du coup, pourquoi on construit, entre guillemets, si on sait que c'est que pour nous. Je sais pas si c'est... Mais, tu peux en parler mieux que moi, mais c'est vraiment ça que les architectes contemporains ils essayent de faire, c'est une balance entre essayer de construire pour le présent même, essayer de construire pour l'instant, pour l'instantanéité, pour faire l'événement à l'instant T même, et certains qui essayent quand même de dire
Bah non, il y a quand même un espoir, un avenir, une volonté de recréer quelque chose. Et c'est là que se place l'architecture environnementale, de notre point de vue en tout cas. Vous parlez du coup tu parles de ce premier type d'architecture qui est en complète déconnexion avec l'espace-temps. C'est quoi ça? Alors, plus précisément, c'est du coup l'architecture déconstructiviste. Mhm. Donc, c'est un mouvement à la fois philosophique, artistique et architectural, où les architectes assument vraiment cette rupture entre l'édifice, le lieu et l'histoire. Donc, comme tu le disais, Jade, le but, c'est vraiment de créer l'événement avec une architecture aux formes originales, un peu folles, qui va justement attirer un public de masse du monde entier. Si on veut donner un exemple, ce serait par exemple le musée Guggenheim à Bilbao, avec des formes très originales qui a été conçu d'ailleurs sur un logiciel de 3D. Ça a été rendu possible grâce à la technique et l'évolution des modes de conception architecturale. Donc cet édifice a vraiment été fait dans le but de redynamiser la ville qui était vraiment en perte de touristes, etc. Et ça a donné un concept, donc l'effet Bilbao, puisque des touristes du monde entier viennent pour visiter ce bâtiment et ils sont certainement plus attirés par la forme du bâtiment que par les expositions à l'intérieur du musée. Oui, carrément. Ok, donc ça, c'est un peu l'apogée de cette architecture en fait, qui décrit un peu ce qu'on disait avant sur la patrimonialisation complètement déconnectée. Mais là, il y a quand même un côté... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu différent parce que c'est complètement assumé. C'est une fierté. Une fierté de technologiquement pouvoir faire ça. Parce que oui, ça émane quand même d'un certain progrès technique. On ne peut pas avoir le luxe de faire ça à la préhistoire, justement, c'est pas possible. Oui, et puis ils assument vraiment le fait que le but de l'édifice n'est pas de perdurer, n'est pas non plus de transmettre un message ou de témoigner d'une culture, puisque pour eux, dont en particulier l'architecte Rem Koolhaas, pour lui, le monde n'a plus aucun sens, avec les modes de vie ubiquitaires des hommes, dont, par exemple, dans une ville, la population est continuellement renouvelée. Pour lui, une architecture ne peut pas être témoin des habitants d'un lieu, puisque ceux-ci sont destinés à changer très régulièrement. Donc oui, c'est totalement assumé. Mais donc ça, vis-à-vis de cet enracinement, cette connexion à l'espace-temps, c'est complètement pessimiste en disant... Enfin, je veux pas caricaturer son propos, mais c'est c'est trop tard, entre guillemets, et c'est abandonner un peu cet enracinement à l'espace-temps. Mais du coup... C'est pas la seule option, on est d'accord. Parce que là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle quand même de trucs assez négatifs, mais il y a d'autres alternatives, on voit pas que ça. Bah, justement, c'est ce qu'on a essayé de voir à la fin, de se dire, mais c'est pas possible, Enfin, entre guillemets, on a l'espoir qu'il y ait autre chose. Oui, s'il vous plaît, rassurez-nous. Et en fait, on a trouvé un peu ce rapport-là dans le temps de l'environnement. Et on voit très bien dans les notions de durabilité, de soutenabilité, etc., qu'on pense de plus en plus aux générations futures. On pense juste à tous la définition de développement durable qu'on a en tête, c'est essayer de vivre aujourd'hui pour pas détériorer les générations futures. Et justement, on s'est dit que l'architecture, il s'était vraiment saisi aussi de ça, même si c'était à une échelle beaucoup moins importante que le déconstructivisme, qui a vraiment... c'est vraiment des vagues importantes, comme disait Léa. Il y a des milliers d'architectes qui ont fait ça dans tous les pays du monde et partout, tout le temps. C'est les architectes les plus médiatisés, surtout. C'est les plus médiatisés, bien sûr. Et alors que l'architecture environnementale, c'est la volonté de vraiment relier le bâtiment à son espace en privilégiant les matériaux locaux. Donc, notamment, on peut penser à ce qui s'est passé à Lyon avec toutes les constructions en terre crue qu'il y a eu. Donc, si tu as envie d'en reparler, tu pourras. Mais il y a aussi ce rapport au temps qui est changé avec justement ce que je disais avec la durabilité. Et il y a aussi un principe d'un auteur qui s'appelle Jonas, qui est le principe de précaution, et de dire que en fait, on ne peut pas agir aujourd'hui en ne pensant pas à l'avenir. Et dans l'architecture, ça se lit vraiment dans cette architecture environnementale qui veut
en fait, créer une nouvelle manière de construire où l'espace, c'est ce qui priorise surtout, en fait, on va construire un bâtiment qui respecte vraiment le confort et les habitudes des habitants. Donc c'est avant tout ça qui est au centre de la conception. Et c'est vrai que c'est les moins médiatisés, mais ça existe quand même, heureusement. Et c'est ce qu'on a voulu montrer à la fin de notre rapport. La terre crue, c'est ton moment. Est-ce que vous voulez que je parle de la terre crue ? Vas-y, moi j'attends que ça. Je suis pas une spécialiste non plus, hein, non mais... Tu as fait un travail sur la terre crue, c'est ça ? J'ai fait un mémoire dessus, oui. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec la terre crue, justement, c'est que c'est un matériau et des modes constructifs qui viennent à nouveau créer un lien entre l'architecture, l'espace et le temps, puisque... je sais pas si je vais rentrer dans les détails techniques, mais à chaque région correspond plus ou moins un type de terre, et donc on va pas construire de la même manière, par exemple à Lyon qu'en Bretagne. Les savoir-faire ne vont pas non plus être les mêmes, donc ça implique des savoir-faire locaux, des matériaux locaux, une architecture qui s'ancre vraiment dans son espace. Et alors le rapport au temps, je sais pas vraiment si c'est destiné à durer plus longtemps, mais en tout cas les savoir-faire techniques, si on pense peut-être plutôt au patrimoine immatériel qu'au patrimoine matériel de ce point de vue-là. Oui, il y a quand même la volonté de transmettre des savoirs dans cette architecture-là. Ouais, exactement. Donc la transmission plutôt des savoir-faire de mise en œuvre de chaque type de terre. Donc voilà, ça peut être une réponse et pour sortir de ce présentisme. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, c'est complètement lié à cet aspect de matérialité, cet aspect technique. C'est en fait forcément si on se limite entre guillemets, si on se porte et on se tourne vers une matière qui est techniquement, je sais pas si j'ai envie de dire techniquement plus contraignante, mais qui, en tout cas qui a quand même ses contraintes par rapport au lieu et aux techniques de construction. Et bien justement, ça nous force entre guillemets à nous ancrer dans un espace-temps qui est celui de la création. Et oui, effectivement, je trouve ça hyper pertinent de dire que le patrimoine n'est pas forcément matériel. En tout cas, ce qu'on laisse, c'est pas forcément le bâtiment en soi, mais c'est la tradition technique de construire en terre crue qu'on a perdue depuis très très longtemps et qu'on retrouve peut-être un petit peu. Donc oui, en tout cas, personnellement, c'est synonyme d'espoir, je pense. En tout cas, si on considère que la connexion à l'espace-temps est une valeur qu'on veut essayer, mais c'est vrai que quand on pense aux propos des déconstructivistes, ça me paraissait un peu pessimiste justement par rapport à l'avenir. On n'y voit pas trop d'avenir, justement, on est dans un présent constant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, c'est peut-être une autre manière de voir les choses. C'est difficile de s'améliorer quand on a soi-même comme référence. Enfin, je pense que c'est nécessaire d'essayer de... Parce qu'au final, l'architecture environnementale, c'est ni vraiment du futurisme, parce que oui, on pense à l'avenir, mais en même temps, c'est revenir à ce qu'on savait faire avant. Donc c'est un peu se tenir entre les deux, parce que c'est pas une notion de non plus jeter à la poubelle tout le progrès technique, mais juste d'essayer d'avoir un dosage entre ce qu'il est important de garder et ce que nous, on a envie de transmettre aussi. D'avoir un certain contrôle technique, si je me permets. On arrive un peu à la fin de votre mémoire. Je ne sais pas si vous aviez des points à ajouter par rapport à ce qu'on a dit. C'était quoi un peu le message que vous vouliez transmettre là-dedans en quelques phrases ? Je pense déjà apporter une autre vision du patrimoine pour permettre aussi de le désacraliser. Aujourd'hui, notamment en France, on l'a dit, il y a vraiment cette mise sous cloche, cette muséification du patrimoine, mais ce n'est pas le cas partout. Dans la culture anglaise, par exemple, on donne aux monuments une réelle valeur d'usage. Donc on s'est posé la question de est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça aussi chez nous, en France. Oui, des églises qui sont, par exemple, qui sont réaménagées pour faire des pizzerias ou des salles de concert, etc. Ce qu'on ne voit pas trop en France, qui nous choque un peu. Exactement. Et puis aussi réfléchir, nous, en tant qu'ingénieurs,
De quelle manière est-ce qu'on peut contribuer à tout ça comme tu l'as dit, est-ce que c'est une valeur qu'on veut porter, établir à nouveau un lien entre l'architecture, le temps et l'espace mais si oui, voilà, réfléchir à la manière dont on a envie de construire, la volonté qu'on a envie de mettre dans les bâtiments qu'on va construire demain et qu'on va aussi rénover. Réfléchir à la rénovation, si on les désacralise, ça permettra aussi peut-être d'intervenir plus facilement sur ces monuments historiques sur lesquels aujourd'hui on peut vraiment difficilement agir. Ok. Ouais. Et si on reparle un peu quand même de patrimoine immatériel, c'est aussi cette volonté de mettre en avant des savoir-faire et que y a 1000 manières de construire et faut pas oublier qu'il y a aussi 1000 matériaux. Donc voilà, essayer de mettre un peu ça en avant aussi dans notre métier d'ingénieur. Parce que c'est pas normal que dans une école d'ingé on fasse que du béton. Donc il y a aussi des choses qu'on aimerait porter, comme disait Léa, cette valeur-là. Ok, ouais, ça c'est une invitation à découvrir plein de choses auxquelles on pense pas forcément, donc que ce soit des matériaux, des méthodes de construction ou des idéologies aussi de construction derrière. Ok. Et pour ceux que ça intéresse, est-ce que vous auriez... parce que là on a parlé pas mal d'auteurs assez fondamentaux dans l'histoire des techniques, mais et fondamentaux dans votre mémoire. C'était quoi un peu si jamais vous deviez donner des ressources principales ou complémentaires pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre un peu plus ce qui vient de se dire? On s'est aussi beaucoup inspiré des travaux de Françoise Choët. Oui, si vous vous intéressez au patrimoine, c'est vraiment... Et à l'architecture en général, parce qu'elle a fait aussi beaucoup de travaux sur l'urbanisme, vraiment sur... toute la ville, l'urbain, etc. C'est vraiment des textes fondateurs, en tout cas pour nous, pour notre manière de voir les choses. Et c'est, mine de rien, assez accessible par rapport à un François Hartog qui est beaucoup plus conceptuel. François Choët, elle prend vraiment des exemples, etc. Donc, ce serait vraiment quelque chose qu'on conseillerait de lire à tous les UTC. Et même plus, hein. Mais oui, donc carrément. Donc voilà, il y avait aussi, tu l'as mentionné, François Hartog, qui était assez crucial là-dedans, et Régis Debray, évidemment, pour la médiologie, qui est assez centrale. Je sais plus dans quel livre il en a parlé, la médiologie, je sais pas si... Cours de médiologie. Voilà, tout simplement. Mais sinon, sur le monument, c'est un cycle de conférences, puis un livre qui s'appelle L'abus monumental. Et du coup, il y a plein d'auteurs aussi qui ont contribué, donc c'est aussi intéressant de voir leurs échanges par rapport à ça. Donc sinon, oui, Régis Debray, bien sûr. De toute façon, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver toutes ces ressources dans la description de l'épisode. Et du coup, pour finir, je me demandais, parce que c'est vrai que vous avez écrit ce mémoire il y a maintenant 2 ans, un peu si vous avez pu avoir un recul par rapport à ça. Du coup, Léa, tu disais que toi, tu as pu écrire un mémoire sur la Terre cuite, qui du coup... la Terre crue, pardon. Attention. Rien à voir. Sur la Terre crue, qui a visiblement qui a enrichi pas mal de ta pensée. C'est quoi un peu maintenant votre recul sur cette affaire? Moi, effectivement, ça m'a pas mal inspiré pour mon mémoire. À la base, je m'intéressais à la Terre crue, pas seulement pour ces raisons-là, mais plus pour les enjeux environnementaux, etc., puisque c'est aussi un matériau naturel. Je ne vais pas refaire un cours sur la Terre crue. Par rapport à ce mémoire qu'on avait rédigé avant, j'ai vu aussi ce lien à nouveau entre le temps et l'espace, et j'ai trouvé ça intéressant à creuser. Sinon je dirais que ça a aussi changé notre vision du patrimoine en général. Tu pourras en parler aussi vu que tu as fait un stage là-dedans. Ah, c'est vrai? Du coup, 1 an après le mémoire, j'ai fait un stage du coup de 6 mois, donc assistant ingénieur en conduite de travaux dans une boîte qui faisait que de la restauration de patrimoine. D'accord, ouais. Et c'est vrai que ça me permettait quand même d'avoir un recul sur certaines choses qu'on faisait et de comprendre pourquoi on les faisait de cette manière-là. Et de comprendre aussi qu'il y avait plein de choses dans la restauration qui étaient un peu incompréhensibles pour moi, justement, quand tu veux avoir ce rapport au temps et à l'espace, etc. Et au final, des techniques qui n'étaient pas toujours préservées. Et j'ai rencontré plein de compagnons qui avaient vraiment cette volonté de transmettre et qui ne trouvaient pas forcément toujours l'oreille attentive. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ça,
n'hésitez pas, parce que même pendant les journées du patrimoine, par exemple, il y a plein de présentations, etc., donc, dans plein de monuments. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça, parce que c'est vraiment des gens passionnés qui ont vraiment envie de transmettre et qui n'ont pas envie que leur savoir-faire soit détruit, tout simplement. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, et la volonté de découvrir tout simplement d'autres manières de construire. Donc voilà. Ok, bah c'est génial. En fait, c'est trop cool que justement vous deux, vous ayez pu avoir des expériences qui enrichissent un peu ça avec le temps. Et je trouve ça très beau. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça ou si ça vous va. Moi, ça me va. C'est bon. Bah, juste merci de nous avoir invités et de nous avoir permis de reparler de ce sujet-là. Bah, merci à vous deux vraiment d'avoir pris le temps de faire ça. C'était vraiment très cool. Et j'espère que ça pourra enrichir un peu la pensée de ceux qui nous écoutent. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les ressources citées ainsi que des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de Contrôle Technique sur toutes les plateformes de streaming et sur le site en description. À bientôt pour un prochain Contrôle Technique.